Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Les 9 et 10 novembre, au Palais Neptune de Toulon, la FMES, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, organisait la 2e édition des rencontres stratégiques de la Méditerranée. L'occasion d'écouter la parole éclairée du journaliste Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. Grand reporter au Figaro, où il avait été pris en otage par l'armée islamique à l'Irak, aux côtés de son confrère Christian Chesneau. Du fait de la complexité du monde qui nous entoure, on mesure tout l'intérêt d'assister à de tels colloques. L'occasion pour le vice-amiral Pascal Hausseur de nous présenter la FMES. Je suis le directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES, qui est un think tank qui est basé à Toulon depuis plus de 30 ans maintenant et qui est spécialisé dans les enjeux de sécurité, de stratégie, les enjeux de défense, les enjeux de géopolitique du sud de l'Europe, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique. Bref, toute cette zone qui est très proche de nous, qui est sous tension structurelle et en plus de sous tension croissante parce que le monde se tend et dans cette zone ça se tend encore plus qu'ailleurs et qui est à nos portes. Donc c'est important de réfléchir, d'observer ce qui se passe, d'essayer d'analyser le plus froidement possible ce qui se passe et de voir vers où on va, parce que clairement on va pas dans la direction qu'on avait prévue. Et donc c'est comme ça. Il vaut mieux comprendre ce qui se passe pour s'y préparer, pour s'adapter. C'est un peu comme le réchauffement climatique finalement, c'est dans un autre domaine, mais c'est très proche. Et pour surmonter plus facilement les difficultés qu'on va avoir, parce qu'on les aura, c'est évident. Et voilà. Et la FMES, elle fait des papiers, elle fait des études, elle fait des podcasts, elle fait des vidéos, elle fait des conférences, et elle fait, comme aujourd'hui, hier, des grands colloques de chaque année, 2 jours à Toulon, les rencontres stratégiques de la Méditerranée, où on invite une 60aine de chercheurs de tous les horizons, de toute la Méditerranée, du nord, du sud, de l'est, des gens qui sont des spécialistes, des militaires qui connaissent les problèmes de la guerre, puisque la guerre est partout maintenant, ou des gens qui s'occupent de technologie, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et comment surmonter les difficultés. En fait, et puis prendre le temps de réfléchir. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Les gens ont pas le temps de réfléchir, ils réagissent à fond, à toute vitesse, de façon très émotionnelle, souvent sur des images ou des vidéos plutôt que sur des paroles et des échanges. Nous ici, et c'est le but d'un think tank, et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, on essaye de remettre en marche du débat contradictoire, du débat apaisé, de la réflexion avec de la durée. Donc on parle des choses qui fâchent, mais sans se fâcher. Et on essaye de faire en sorte que, et ça me semble extrêmement important, on puisse identifier, on peut ne pas être d'accord, mais identifier les problèmes, mieux comprendre la complexité du monde, parce que le monde est complexe, c'est pas si simple, c'est jamais aussi simple qu'on vous le dit. Et après, une fois qu'on aura mieux compris le monde, ce sera beaucoup plus facile pour nous de trouver les bonnes solutions pour surmonter les difficultés qui sont devant nous. Le monde est complexe, en effet, et cette actualité intense, de plus en plus violente même, exige de relayer la parole avisée de spécialistes des sujets brûlants qui préoccupent la planète et qui expliquent aussi les raccourcis et les falsifications qui mène aussi de plus en plus à la banalisation de la haine. L'un de ces spécialistes est Georges Malbruno, selon lequel la situation actuelle est en partie liée au fait qu'Israël a été victime d'un sentiment de surpuissance. Il s'explique. On avait l'impression que ce Moyen-Orient était entré dans une zone de pacification, et il y avait eu en 2020, vous vous souvenez, ces fameux accords d'Abraham, qui ont permis donc à Israël de normaliser ses relations avec les Émirats Arabes Unis, le Maroc, Bahreïn et le Soudan. Accord salué par la communauté internationale, accord qui n'était en fait que du troc entre des dirigeants et pas des peuples, et qui comportait qui oubliait la cause palestinienne. Mais bon, cette cause palestinienne, ce conflit israélo-palestinien nous embête, on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, donc on soutient ces accords d'Abraham. Régulièrement, moi j'étais invité sur la chaîne de télévision I24 News, la chaîne francophone, donc les Israéliens me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas forcément
comment dirais-je, toujours d'accord avec eux, loin s'en faut, mais bon, je suis le goy de service sur cette chaîne, et celui qui connaît quand même bien les pays arabes, et qui leur dit les choses en face. Et je leur disais, il y a 6 mois, il y a 1 an, je leur disais, vous êtes bercés d'illusions, parce que vous avez signé les accords d'Abraham avec des pays avec lesquels vous n'avez jamais été en conflit, vous étiez en concubinage, les Émirats Arabes Unis, en 2010, lorsque j'ai été mis sur écoute par les services de renseignement, c'est à la suite d'une enquête assez, si vous me permettez l'expression, couillue, mais qui était tout à fait exacte sur les achats d'armes israéliennes en secret par les Émirats Arabes Unis. Donc, on savait que les Émirats et Israël n'étaient pas ennemis. Le Maroc, on n'en parle pas. Les relations sécuritaires entre le Maroc et Israël datent de 1967. Donc, je disais aux Israéliens, je disais, bravo, vous avez réussi à normaliser vos relations, mais vous oubliez qu'il y a un pied, un trépied sur cette équation qui n'est pas là, c'est la cause palestinienne. C'est pas grave, regardez, les Saoudiens vont venir, et donc on n'a pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je leur disais, vous êtes en train de vous créer au sud de la bande de Gaza un Hezbollah bis. Quelle est votre vision stratégique pour la bande de Gaza dans 10 ans, dans 15 ans, sachant que vous avez fait allusion à mon premier bouquin, en 2002, le tir au fusil, les secrets de l'Intifada. J'allais à l'époque dans la bande de Gaza, j'avais intitulé un des sous-chapitres de mon livre, le cimetière des roquettes du Hamas à Soudaniye, qui était cimetière qui était aux mains de la police palestinienne, qui à l'époque la police d'Arafat, le service de renseignement d'Arafat, qui luttait contre le Hamas et qui rassemblait les bombinettes et les roquettes du Hamas, fabriquées artisanalement, des Qassam, qui avaient en gros 1 km, 2 km, 3 km maximum de portée, et donc 1 sur 2 était tirée depuis Gaza, ou depuis le nord de la bande de Gaza, qui est aujourd'hui sous les bombes, et qui atterrissait même pas en Israël. Et donc, je disais à mes amis israéliens, je leur disais, il y a 20 ans, vous avez 1 million de Palestiniens dans la bande de Gaza. Vous en avez aujourd'hui 2,3. Il y a 20 ans, les roquettes du Hamas avaient 2 km de portée, aujourd'hui elles ont 150 km de portée. Quelle est votre vision pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce que vous concevez comme scénario pour la bande de Gaza, sachant que c'est une prison à ciel ouvert et que la nature ayant horreur du vide, eh bien, les gens du Hamas, en intérieur, et puis des esprits mal intentionnés à l'extérieur, notamment leurs alliés du Hezbollah, l'Iran en sous-main, de manière plus discrète qu'on ne le dit, eh bien, sont venus au secours du Hamas et ont permis d'améliorer la capacité d'action du mouvement islamiste. Mais nos amis israéliens répondaient, non, de toute façon, Gaza, c'est sous contrôle, etc. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, on pourra y revenir aussi dans l'émission. Je pense qu'effectivement, il y a eu c'est ce que je dis souvent, il y a eu, je pense, Israël a été victime de son sentiment de surpuissance, parce qu'effectivement, après la deuxième intifada, Israël a gagné cette deuxième intifada. Yasser Arafat a commis l'erreur de militariser cette révolte. Le Hamas lui a apporté des stockades en perpétrant des attentats suicides particulièrement meurtriers, qui ont placé l'Europe notamment dans une position difficile, et qui a fait que l'Europe a placé le Hamas sur sa liste des organisations terroristes. Et donc, le Hamas s'est retrouvé comme ça, un peu isolé dans son coin, et a tripatouillé effectivement ses roquettes, sachant que puisqu'il n'y avait plus de processus de paix, puisqu'Israël avait gagné cette deuxième intifada, le Hamas, pendant les années où j'étais basé à Jérusalem de 1994 à 2002, avait un levier d'action terroriste sur Israël, c'était perpétrer des attentats. Un tournant se produit à partir de 2007, année de prise de contrôle de Gaza par le Hamas. À partir de 2007, vous savez, le Hamas
s'est replié sur Gaza, avait gagné les élections l'année d'avant, élections que la communauté internationale avait commis l'erreur de ne pas reconnaître. Donc c'était pas un bon message qui était envoyé au Hamas. Ils étaient placés sur la liste des organisations terroristes, donc c'était un petit peu difficile. Donc à partir de là, le Hamas est rentré sous terre, puisqu'il a commencé à construire ses pieds tunnels et a augmenté la portée de ses roquettes, a été aidé par le Hezbollah. Ça a été révélé, c'était juste après l'assassinat de Qassem Soleimani en janvier 2020 par les Américains à Bagdad. Il y a eu un reportage très intéressant d'Al Jazeera qui interrogeait un responsable du Hamas à Beyrouth et qui expliquait justement l'aide qualitative apportée à la fois par le Hezbollah dans le détail et par les Iraniens. Et on a découvert à ce moment-là que Qassem Soleimani, donc le chef de la force Al-Quds iranienne, le chef du bras armé iranien hors de ses frontières, s'était rendu à Gaza. Je me souviens quand j'étais à Gaza dans les années 2000 jusqu'à avant, je posais la question à un monsieur qui était chargé de bien renseigner. Je disais, est-ce qu'on a des infos aux Israéliens sur une présence iranienne à Gaza? Et tout le monde cherchait, tout le monde se disait, bon, on n'en trouvait pas. Qassem Soleimani était venu à Gaza, je crois que c'était en 2012. Imam Mourdier, vieille figure du terrorisme, qui a été éliminé par les Israéliens, je crois, en 2008, était venu aussi à Gaza auparavant. Donc, la nature ayant hors du vide, eh bien, les tunnels se sont perfectionnés, les roquettes se sont perfectionnées, et donc, on est arrivé à cette tragédie du 7 octobre. Cette erreur de jugement a été aussi caractéristique des médias, selon le grand reporter. On était dans une espèce comme ça d'analyse instantanée qui est aussi, je pense, la dernière crise nous l'a bien montré, on est aujourd'hui, c'est pas beaucoup pour les journalistes, mais aussi pour nos responsables politiques, hélas, dans le règne de l'émotion. En faisant abstraction de l'explication, de la contextualisation, etc. Et donc, ce qui nous a amené aussi, je pense, y compris dernièrement, mais aussi un petit peu avant, à commettre des erreurs. Alors là, pour le coup, on l'a écrit dans un livre qui s'appelait Les chemins de Damas, sur les relations tumultueuses entre la France et la Syrie. Comment est-ce qu'on a été amené à très mal lire la situation, en particulier au Quai d'Orsay, pas trop chez les militaires français, parce qu'eux, ils sont un peu plus sur le terrain, ils sont moins en prise avec une certaine idéologie. Et donc, vous vous souvenez, la Syrie, on a complètement shifté de position à partir de 2011, alors que Bachar el-Assad était notre meilleur allié jusqu'à 2011, et il est devenu notre pire ennemi, parce qu'il fallait faire oublier ce compagnonnage lourd à porter. Donc il fallait être à la peau de la vague révolutionnaire, et donc Bachar el-Assad, ses jours sont comptés, Alain Juppé, Laurent Fabius, etc. C'est au nom, je dirais aussi, de la même émotion que sur ce qui s'est passé en Iran à partir de l'automne 2022. On a été aussi un peu naïf. Et il faut bien le reconnaître, jusqu'au plus haut sommet de l'État, lorsque le président de la République a reçu 4 jeunes femmes iraniennes, qui pour la plupart avaient quitté l'Iran depuis très longtemps, et qui les a qualifiées de révolutionnaires, etc. J'ai été très, très surpris, parce que je connais l'Iran depuis 25 ans. Je connais, à l'image de la Syrie, sa capacité de résilience, et je dirais décuplée par rapport à celle de Damas, et le maillage sécuritaire que l'appareil des gardiens de la Révolution exerce sur la population. Et donc, on s'est emballé dans une analyse qui consistait à dire le régime va tomber parce que c'est la révolution, etc. Non, ça n'était pas du tout la révolution. Il aurait suffi d'interroger Jean-Claude Pousseran, par exemple, qui avait été en poste à l'ancien patron de la DGSE et un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient, qui est un peu âgé aujourd'hui, mais
qui garde encore une lucidité, qui était en poste à Téhéran en 1979, lorsque le Shah est tombé, et qui raconte que l'Ashura de 1978, il y avait 500 000 personnes dans la rue. Et il n'y a jamais eu en Iran, notre ambassadeur qui est actuel en Iran, qui n'est pas un fan du régime, l'a fort bien écrit et dit à certains journalistes en janvier, il n'y a jamais eu de manifestation d'ampleur en Iran. Et sans, c'est ce que j'écrivais aussi, mais c'est difficile parfois d'avoir raison contre tout le monde, et c'est difficile d'être dans dans la réelle politique froide lorsque vous êtes sur un plateau de télévision face à des jeunes qui effectivement ont un merveilleux challenge ou une merveilleuse cause à défendre, aussi bien syrien face à un pouvoir qui est tyrannique, etc., qu'Iranien qui est aussi, de dire non, ça ne va pas se passer comme ça parce que il n'y a pas 500 000 personnes dans la rue à Téhéran. En 2009, j'étais à Téhéran lorsqu'à la suite des élections truquées, il y a eu un vendredi qui a succédé donc le deuxième tour, 2 millions de personnes sur la Nrela de l'avenue de la Révolution. Là, le régime a vacillé. Les hélicoptères étaient à la guidance, prêts éventuellement à évacuer le guide suprême. Voilà, avec 2 millions de personnes, il y a une révolution en marche. Et c'est la raison pour laquelle, moi je le disais toujours l'an dernier, le geste est révolutionnaire parce que vous avez aujourd'hui, je suis allé en mai, c'est un des très rares journalistes à pouvoir aller en Iran en mai, vous avez grosso modo 15% d'Iraniennes qui n'ont plus le voile à Téhéran. Donc le geste, se débâcher, comme je dis, est révolutionnaire, mais le moment n'était pas révolutionnaire parce que il n'y avait pas ce phénomène de masse. Et il deviendra révolutionnaire lorsque vous aurez la jonction entre ces jeunes femmes, les étudiants, qui aujourd'hui sont sévèrement réprimés, dont le moral est plutôt à zéro. Le choix des mots a son importance dans le traitement de sujets d'actualité aussi brûlants que celui du conflit au Proche-Orient, ce qui suscite aussi quelques interrogations. Lorsque une agence de presse, en l'occurrence l'AFP, établit des consignes sur le traitement éditorial, elle engage sa responsabilité avec des possibles conséquences sur la société. Qu'en pensez-vous ? J'ai vu la polémique autour de l'AFP. L'AFP est une agence de presse mondiale et comme ses concurrentes Reuters et autres AP, le Hamas considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, mais ne dit pas à chaque phrase le Hamas terroriste. Voilà, je pense que j'ai plutôt tendance à respecter leur politique parce que sinon après c'est dire, on ne qualifie pas Daesh, on ne dit pas les terroristes de Daesh, les agences de presse. Les agences de presse doivent prendre du recul, donnant l'information. Daesh considéré comme un mouvement terroriste, le Hamas considéré comme un mouvement terroriste, mais avoir une certaine neutralité dans l'énoncé de ce qu'est le Hamas. En tout cas, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un débat qui mérite d'être posé. Mais en tout cas, moi, je suis pas de ceux qui disent que l'AFP est pro-Hamas, etc. Non. Ça a quand même été relayé par le Figaro, la polémique. Figaro, il y a des avis divergents. Oui, écoutez, moi, j'essaie de pas justement, je lutte contre l'importation du conflit en France. J'ai été navré de voir que le LFI a refusé de condamner le Hamas, les considérer comme un mouvement terroriste. Mais je ne rentre pas dans ce débat-là parce que je trouve que c'est pas mon sujet, ma préoccupation, c'est d'expliquer ce qui se passe sur le terrain au Moyen-Orient et de ne pas tomber dans la politique politicienne française. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.